que la moyenne nationale est de 8,44. Les départements sont suffisamment dotés, c'est-à-dire qu'ils ont une densité médicale assez conséquente, de 12,43 par exemple dans les Bouches-du-Rhône. Depuis peu, un problème supplémentaire vient se greffer au manque de médecins de ville, à savoir les fermetures des différents services d'urgence de ville, comme ici à Laval, de 18h30 à 8h30. C'est encore le cas ce 8 mars. Pourtant, l'ensemble des Français, qu'ils vivent dans une zone sous-dotée ou dans une zone suffisamment dotée, sont égaux face aux cotisations sociales et face à l'impôt. Chaque Français est protégé par la Constitution qui garantit l'accès à la santé pour tous. Alors nous attendons des propositions concrètes et réalisables pour les 5 prochaines années. Vous avez la parole. Merci beaucoup et encore toutes mes excuses pour ne pas être présent avec vous à Laval. J'aurais préféré pouvoir discuter directement avec vous. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, on utilise la technique et ça montrera d'ailleurs que la technique n'est pas une solution pour tout et on voit bien avec les petites difficultés qu'on a pu avoir au départ. Alors, je crois que l'engagement d'Emmanuel Macron est clair. Il est de protéger les Français. Et protéger les Français, c'est dans le domaine de la santé, continuer à lutter contre ces inégalités d'accès à la santé dont vous avez parlé. Ce n'est effectivement pas à vous que je vais apprendre qu'il n'y a pas un désert médical ou un seul type de désert médical, mais qu'il y a plusieurs types de déserts médicaux. Et de ce fait, c'est bien sur le terrain, avec les acteurs, les citoyens, les élus, les soignés, les soignants, qu'il va falloir résoudre les problèmes. Il n'y a pas de solution miracle, vous le savez comme moi, mais il y a un panel de solutions qui ont commencé à être mises en œuvre et il va falloir continuer dans cette voie. Alors, concernant ces inégalités d'accès, il y a des publics particuliers, vous le savez bien, et des choses qui ont été faites en vision de ces publics qui marchent. 10 millions de nos concitoyens bénéficient du 100% santé sur les dents, les yeux, les oreilles. En ce qui concerne la santé des femmes, et en ce jour dédié aux femmes, pour la santé des femmes, la stratégie de lutte contre l'endométriose, qui est tout à fait nouvelle, qui a été lancée, touche une femme en âge de procréer sur 10, c'est 2 millions de Françaises qui sont directement concernées. Nous avons mis en place la contraception orale gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. Si l'on s'intéresse rapidement, ce sont des exemples, mais pour bien poser le problème, sur la santé mentale, depuis cette année, les séances chez les psychologues conventionnés sont totalement remboursées sur prescription médicale. Les 1000 premiers jours, le programme des 1000 premiers jours pour les enfants et pour aider les parents justement dans la prise en charge des enfants, on pourrait suivre ensuite avec le cancer de l'enfant ou dans le cadre de la continuité des plans cancer précédents. La loi de 2019, très ciblée sur cette problématique, introduit la notion du soutien des aidants et de penser aussi aux aidants, en plus bien sûr de la recherche, de la formation et du droit à l'oubli. Une stratégie décennale qui a été mise en place l'année dernière avec 11 actions prioritaires et puis du budget, de l'argent, parce que sans argent, malheureusement, on ne fait rien et c'est 55 millions d'euros qui ont été alloués ces dernières années à la recherche et au traitement des cancers de l'enfant. Et pour donner une petite idée par rapport au budget de l'INSERM, c'est 10% du budget de l'INSERM qui est dédié. Donc des actions qui ont été faites déjà en fonction de publics cibles pour lutter contre cette inégalité d'accès aux besoins de santé. Après, vous l'avez bien dit, vous avez parlé de la densité médicale, il faut des docteurs. Il faut des docteurs, on en parlait déjà il y a 40 ans, quand j'ai commencé médecine, où on disait déjà que ce numerus clausus était quelque chose d'un peu aberrant. Eh bien, ça a été fait. Il a fallu attendre un peu plus de 35 ans pour que ça soit fait. Ça a été mis en place en 72, si pour certains s'en souviennent. Eh bien, ce numerus clausus qui a été supprimé, c'est d'ores et déjà 19% de médecins en plus en fac de médecine, 14% de dentaires, et puis c'est par les réformes de l'accès à la première année, voire à la deuxième année de médecine, des profils plus variés qui vont pouvoir se diriger vers cette profession. Mais vous le savez, c'est pas en disant qu'on va former plus de docteurs qu'on va avoir demain plus de docteurs sur les territoires. Et en plus du nombre, il va falloir travailler, et il faut continuer à travailler sur le temps médical, mais je vais y revenir. Dans les mesures qui ont été prises, concrètes, on ne peut plus fermer un hôpital local sans l'aval des élus. On pouvait le faire très facilement, on ne demandait rien à personne, l'ARS décidait, maintenant ce n'est plus possible.
Les maisons de santé pluriprofessionnelles, cette idée que le médecin ne travaille pas seul, mais qui s'entoure d'une équipe avec d'autres professionnels de santé, des infirmières en pratique avancée qui ont été mises en place, des infirmières de santé publique Asalée, des assistants médicaux. Eh bien, l'objectif de Ma Santé 2022 dans la création de 2000 maisons de santé pluriprofessionnelles est atteint. Elles ont été doublées depuis 2017. Je parlais des assistants médicaux. Il est essentiel, si on veut être efficace rapidement, de redonner du temps médical aux médecins. Et pour cela, les assistants médicaux apportent une aide très importante pour tout le travail administratif, ce qui permet aux médecins de voir plus de patients. Et nous avons des exemples de médecins qui sont organisés comme ça avec des assistants médicaux, des IPA, des infirmières de santé publique et qui ont pu doubler leur clientèle en 3 ans. C'est ça qu'il faut faire si on veut être efficace aussi tout de suite. Eh bien, ces contrats d'assistants médicaux, 5000 contrats ont été signés pour l'instant. 7 sur 10 chez des médecins généralistes. Il faut là aussi continuer dans cette voie. Avoir une réponse à son besoin de santé, et c'est un sujet qui me touche tout particulièrement, dans le cadre de l'urgence, dans le cadre des soins non programmés, bien entendu, et bien dans le cadre de l'urgence, la mise en place du service d'accès aux soins, accessible, déjà pour 40% de nos concitoyens sur le territoire national, permet déjà d'avoir une réponse à son problème de santé. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Est-ce qu'il y a par le SAMU engagement d'une équipe de réanimation? Est-ce qu'il faut aller voir votre médecin traitant ou un autre médecin généraliste? C'est déjà ça, on l'oublie trop souvent. Nos concitoyens ont une réponse en moins d'1 minute à un problème de santé aigu, urgent, en appelant pour l'instant le 15. La télémédecine. Parlons de la télémédecine, même si on le voit, la technique ne fait pas tout. La télémédecine, nous sommes passés de 140 000 actes de télémédecine en 2019 à plus de 12 millions d'actes de télémédecine aujourd'hui. Les e-consultations, ces consultations de télémédecine sont remboursées depuis 2018. La télémédecine, on le voit bien, ne résout pas tout. Et nous le savons, 17% de nos concitoyens qui ne sont pas à l'aise avec ces outils de télémédecine, voire même, comme je l'ai vu encore la semaine dernière en régulation médicale au SAMU, une patiente âgée qui appelle pour avoir son médecin traitant, parce que son médecin traitant n'a plus de secrétariat, il est sur une plateforme de prise de rendez-vous et qu'elle ne sait pas utiliser cette plateforme. Pire encore, on a pu identifier que parmi ces personnes qui ont des difficultés avec l'électronique, qui ne sont pas à l'aise, eh bien la moitié d'entre elles déclarent habiter dans une zone sous-dotée, un désert médical. Donc il y a un véritable enjeu autour de l'utilisation de l'électronique, enjeu qui est en interface avec le programme informatique qui a été fait autour de mon espace santé, et j'y reviendrai. Mieux utiliser les compétences de tous les professionnels de santé, c'est essentiel. La liberté d'accès du patient aux kinés, aux orthophonistes, aux orthoptistes est expérimentée. Il faut continuer aussi dans cette voie. Il y a une évolution des compétences des sages-femmes. On a vu la place qui ont été prises par les pharmaciens durant cette crise sanitaire. Là aussi, il y a des discussions conventionnelles qui continuent, qui vont aboutir, permettant aux pharmaciens d'être un des premiers relais de santé dans un territoire où on manque de monde. Parce que quand vous êtes dans un désert médical, pour reprendre ce terme, si vous connaissez les filières, si vous connaissez les gens, vous allez vous en sortir. Et ça, c'est très peu de personnes. Ce qu'il faut, c'est avoir un point d'entrée dans le système de santé, un professionnel de santé de proximité qui va pouvoir vous orienter, et c'est probablement aux pharmaciens. C'est une équipe de soins coordonnée autour du médecin traitant. Nous devons réunir l'association de tous, parce que nos jeunes collègues, ils s'installent quand ils ont des bonnes conditions de travail. Et pour avoir des bonnes conditions de travail, il faut que les professionnels de santé puissent s'associer autour du patient. Alors, ça, c'est un petit peu ce qui a été fait. Ça donne un peu une idée des grandes lignes que nous allons poursuivre, bien entendu. Maintenant, et Emmanuel Macron l'a dit, il y a besoin d'un changement de méthode. Ce changement de méthode, c'est associer tout le monde, la société. Ah, j'ai le retour qui revient là. Donc ce changement de méthode, c'est associer tout le monde. D'accord. Les élus, les entreprises, les associations, les citoyens pour avoir leur rôle. Il faut casser toutes les barrières,
remettre les parties prenantes autour de la table avec beaucoup d'ambition et de force. Et là, je cite Emmanuel Macron. Les exemples qui sont sur la table. La 4e année pour les DES de médecine générale. Bien sûr, les étudiants le souhaitent, les doyens sont capables de le faire. Il faut mettre ça en place en discutant pour les terrains de stage. Favoriser des terrains de stage dès le début des études de médecine dans des zones sous-denses pour faire connaître ces zones sous-denses. Il faut favoriser l'installation, mais il faut aussi favoriser le maintien. Et on voit bien ce qui se fait dans les pays étrangers. L'incitation est la meilleure chose. L'obligation ne marche pas. Ça a été largement prouvé. En cas d'obligation, les gens s'installent 3 ans et repartent. Or, on ne veut pas des médecins mercenaires, on veut des médecins de famille qui s'installent correctement. Ça marche, il y a des exemples. Volonne, entre Sisteron et Digne, pour n'en citer qu'un, dans les Alpes de Haute-Provence, une maison de santé qui fonctionne extrêmement bien parce que tout le monde s'est mis autour de la table pour la construire. Ces conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail sont la condition majeure, nous disent nos jeunes collègues, pour qu'ils aillent s'installer dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, dans du travail aidé. Il faut soutenir aussi les fins de carrière. Il faut soutenir ces médecins qui travaillent depuis longtemps dans ces zones, qui veulent continuer à travailler, éventuellement après leur retraite, mais il faut soutenir cet accompagnement. Et puis, pour terminer rapidement, il faut aussi repérer le plus tôt possible dans les lycées, dans des zones sous-dotées, des jeunes qui sont en capacité de faire ces études. Il faut les accompagner dans ces parcours d'excellence parce que le meilleur indicateur, la meilleure chose qui fait que quelqu'un s'installe, il est issu de cette zone sous-dotée. Il revient s'y installer parce que c'est là qu'il y a vécu et c'est là qu'il y a ses amis. Donc on le voit bien, nous avons commencé les 5 dernières années à tracer des sillons qui ont été perturbés par la crise sanitaire, c'est évident. Mais les sillons, la direction est donnée. Il faut continuer dans cette direction et c'est ce que nous allons faire. Merci. On va vous afficher à l'écran 6 questions qui restent du micro-trottoir. Vous pouvez en choisir une et si c'était possible de répondre en 1 minute, 1 minute 30 à cette question maximum. Je vous entends. La 6, vous avez choisi. Je suis Marion, j'ai 35 ans et je suis infirmière. Alors pourquoi ne pas donner plus de tâches ou de délégation de soins aux infirmières qui ont quand même un vaste panel avec je prends par exemple les infirmières de pratique avancée pour soulager les médecins traitants, même également les sages-femmes qui ont aussi beaucoup de compétences afin de venir aux besoins de la population mayonnaise notamment sur le manque de médecins, le désert médical. Merci Marion, c'est effectivement ce dont j'ai parlé dans le cadre de cet exercice entre guillemets aidé qui est indispensable. Il faut que chaque professionnel de santé apporte sa plus-value. Ça ne sert à rien de faire des actes sans plus-value pour un médecin. Donc c'est bien ce groupe de professionnels de santé autour du patient. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas être une décision verticale qui va descendre du ministère pour dire c'est comme ça que vous devez faire. Ce changement de méthode, c'est dire voilà les problèmes, qu'est-ce que vous, localement, vous proposez, vous envisagez comme solution? Est-ce que vous avez besoin d'infirmières en pratique avancée? Si c'est le cas, des infirmières en pratique avancée, dans quelle discipline? Puisqu'il y a plusieurs disciplines. Est-ce que vous avez besoin d'assistants médicaux? Est-ce que vous avez besoin d'infirmières de santé publique? C'est vraiment à partir des besoins exprimés par le territoire, de la prise en responsabilité de tout le monde sur le territoire, élus, patients, soignés, soignants, que l'on va pouvoir construire la réponse et rapidement cette réponse pour lutter contre ces inégalités d'accès de santé. Merci. Et la toute dernière question, le lendemain de l'élection présidentielle, si votre candidat est élu, quelle va être la première mesure concrète qu'il pourra prendre pour répondre à l'urgence des déserts médicaux, parce qu'il y a entre 6 et 9 millions de Français qui n'ont pas accès aux soins. Donc quelle va être la première mesure concrète et visible pour répondre à cette urgence? Je suis impatient comme vous, c'est le candidat, comme vous l'avez dit, qui l'annoncera et qui décidera de la mesure qu'il mettra en avant. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas, et je pense que vous l'avez bien compris, une mesure. Prétendre qu'en une mesure, on va régler tous les problèmes, c'est faux. Il y a un panel de mesures à mettre en place et elles seront annoncées par le candidat dès qu'il le jugera nécessaire, mais en tout cas rapidement. Merci de votre intervention et bonne journée à vous.
Et on attend avec impatience la réponse à notre lettre ouverte qu'on publiera sur notre site internet une fois que nous l'aurons reçue. J'ai la même impatience que vous et encore une fois, toutes mes excuses pour ne pas être présent avec vous aujourd'hui. Bonne journée.